Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire euh, sur la thématique comment se conformer aux nouvelles réglementations françaises et européennes avec les collabels européens. Donc, on fera le lien au cours de ce webinaire entre les différentes réglementations françaises et européennes et les collabels européens. Et je laisse la parole à Céline Schauer pour prendre la main sur cette présentation. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Florian, est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, à la diapositive suivante? Du coup, peut-être pour représenter l'objet du webinaire. Donc, c'est un webinaire qui est organisé avec le pôle éco-conception, donc Florian aujourd'hui. Et donc, de mon côté, je me présente. Je suis Céline Schuer. Je travaille à l'ADEME, Agence de la transition écologique, et je suis en charge de la gouvernance de l'écolabel européen pour le compte du ministère. Et aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'est de parler de deux nouvelles réglementations européennes avec l'aide de la DGCCRF et du CGDD, et de la Commission européenne aussi qui interviendra en conclusion. Et pour information, nous aurons un temps d'échange à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit onglet Q&R en haut de l'invitation Teams. Voilà. Et Merci. pour... Oui. J'allais rapidement me présenter. Je suis passé aussi très très rapidement au tout début. Donc, je fais partie du pôle éco-conception. On est centre de ressources nationales sur l'éco-conception. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient avec l'ADEME pour promouvoir l'écolabel européen. Mais je te laisse la parole pour introduire la suite. Oui, merci. Du coup, quelques mots rapides sur l'écolabel européen, quelques rappels du contexte. Donc, l'écolabel européen, il faut savoir que c'est le seul label officiel public qui soit porté par la Commission européenne et les États membres. Il a été créé en 92. Donc il a plus de 30 ans maintenant, et l'objectif de ce label, c'était de pouvoir cibler les meilleurs produits et services du marché d'un point de vue environnement et santé. Donc on n'est pas sur un outil, je dirais, de massification. En fait, l'objectif, c'est de vraiment cibler avec une approche, ce qu'on dit best in class, c'est-à-dire les 10 à 20% meilleurs produits du marché d'un point de vue environnement et santé. Et l'objectif derrière, c'est de pouvoir donner un repère et une garantie pour les consommateurs, mais aussi pour les acheteurs professionnels, pour qu'ils puissent choisir des produits et services plus respectueux de l'environnement et de la santé. L'intérêt aussi de l'écolabel européen, c'est qu'il permet de garantir l'efficacité d'usage et la performance des produits et des services, puisqu'il y a des tests de performance qui sont demandés pour chaque produit. Puisqu'effectivement, voilà, on estime que s'il faut mettre 2 fois plus de peinture pour avoir un effet couvrant, ou mettre 2 fois plus de lessive pour avoir du linge propre, finalement, la plus-value environnementale s'annule. Donc ça, c'est un point vraiment important sur l'écolabel, c'est qu'on souhaite avoir des produits écologiques, mais aussi performants. Et aussi un point intéressant sur l'écolabel européen, ça touche plus à la gouvernance autour du label. Donc on dit qu'il est conforme à l'ISO 14024, qui est la norme sur les écolabels type 1. Donc, c'est-à-dire qu'il va répondre à un certain nombre de critères. Déjà, on est sur un label qui est multicritère cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux principaux impacts d'un produit et d'un service, notamment, par exemple, on ne va pas regarder que les gaz à effet de serre. À titre d'exemple, pour un gel douche, on va s'intéresser aussi à la toxicité aquatique, à la biodégradabilité. Et tout ça sur l'ensemble du cycle de vie du produit et du service. On ne va pas uniquement s'intéresser à l'emballage ou au transport, mais on va bien regarder les matières premières, la fabrication, l'utilisation et la fin de vie, pour que ça soit le plus pertinent possible d'un point de vue environnemental. Bien sûr, tout cela est fait sur une approche scientifique, c'est-à-dire que quand les critères sont révisés à peu près tous les 7 ans, il y a le centre de recherche de la Commission européenne qui va faire une étude de tout ce qu'on peut trouver dans la littérature d'un point de vue environnement et santé pour pouvoir proposer des critères qui soient ambitieux. Et tout ça se fait aussi en concertation avec les différentes parties prenantes de chaque pays pour que ça soit ambitieux mais aussi réaliste. Un dernier point, c'est qu'on est sur une certification par tierce partie indépendante, c'est-à-dire que toute entreprise qui souhaite apposer son logo sur son produit ou son service
il y a un organisme tiers qui va venir vérifier de façon indépendante si l'entreprise répond bien à tous les critères. Et ensuite, il y aura un suivi tout au long de la certification pour vérifier que le produit correspond bien toujours aux critères de l'écolabel européen. Et bien sûr, tout ça est libre d'accès. Et si tu peux passer, s'il te plaît, à la slide suivante. Donc peut-être un rapide paysage actuellement de ce que couvre l'écolabel européen. Donc pour information, les présentations vous seront transmises avec le replay à la suite du webinaire, donc vous pourrez cliquer sur les liens, notamment les référentiels et les fiches synthétiques des critères. Donc actuellement, on est sur 24 catégories de produits couverts par ce label. Donc c'est très large, hein, ça va des entretiens des espaces verts aux produits d'hygiène, que ce soit les produits cosmétiques, les produits d'hygiène absorbants type couche bébé, les papiers d'hygiène. Il y a aussi coupe menstruelle. Donc on va avoir normalement, si tout va bien, notre première entreprise européenne avec l'écolabel européen sur les coupes menstruelles qui sera française. Donc on sera fiers de ça. Du papier, des peintures et des vernis, des textiles, des lubrifiants, pas mal de détergents. On a aussi, il est peu connu, mais on a un service de nettoyage écolabel européen qui peut être certifié. Donc c'est l'ensemble du service de nettoyage qui est certifié écolabel européen et pas uniquement le détergent. Des revêtements de sol, du mobilier. Et pareil, on a eu notre première entreprise française avec l'écolabel européen sur le secteur du mobilier. Bureautique et des hébergements touristiques type hôtel, camping, etc. Et si tu peux passer à la suite, je conclurai là-dessus. Tout ça aussi pour vous dire que ça fonctionne très bien. Vous pourrez aussi retrouver la liste des entreprises européennes et françaises via les petits liens liés sur la présentation. Mais là, on a dépassé depuis mars 2025, mais là, c'est les chiffres de septembre 2025, les 100 000 produits. Et on voit que la dynamique continue à se poursuivre au fur et à mesure des années. Donc ça traduit quand même un intérêt croissant des consommateurs et acheteurs pour avoir des produits plus respectueux de l'environnement. Mais aussi, on sait que les réglementations jouent aussi dans le développement des écolabels européens et c'est aussi le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Donc on pense que cette dynamique va continuer à se poursuivre dans les années à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de contexte. Et du coup, je vais laisser la parole à Alice Schoenig de la DGCCRF qui va nous parler de la directive pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de cette directive. Je ne vais pas vous faire une présentation complète de la directive, mais on va se focaliser sur quelques pratiques et les liens qui peuvent être faits avec l'écolabel européen. On peut passer, s'il te plaît. Avant toute chose, c'était important de rappeler que cette directive, elle s'inscrit dans un contexte global d'évolution du droit européen de ces dernières années sur la question d'une consommation plus durable ou en tout cas d'avoir des biens qui soient mis sur le marché avec des impacts environnementaux réduits. Et il y a toute une chaîne, c'est ce qu'on a essayé d'illustrer sur ce graphique, avec le règlement éco-conception qui sera présenté juste après, mais qui est plutôt en amont de la chaîne et qui tient à la conception des produits. La directive transition verte dont je vais parler, avec initialement qui doit être accompagnée de la directive Green Claims qui est encore en cours de négociation, et puis en aval de la chaîne la directive droit à la réparation pour mettre en valeur les questions de garantie légale de conformité, garantie commerciale de durabilité et ainsi de suite. On peut passer. Merci. Le contexte d'élaboration de ces de la directive transition verte, c'est l'étude d'impact qui a été réalisée par la Commission européenne et qui faisait effectivement ce constat
d'allégations environnementales qui étaient trop souvent vagues, trompeuses ou infondées, non étayées par des preuves, avec beaucoup de labels environnementaux, mais qui représentent des niveaux de transparence très différents, hein. C'est vrai qu'on le constate tous. Il y a aujourd'hui une demande de plus en plus importante des consommateurs d'avoir des biens qui ont un impact sur l'environnement un peu moins important. Et pour répondre à cette demande, il y a une offre qui s'est développée avec des engagements très importants de certains professionnels qui vont vraiment repenser le mode de production et les effets de leur biens sur l'environnement, et puis peut-être un effet aussi d'aubaine, et avec de nombreuses allégations environnementales qui étaient formulées mais pas toujours suffisamment bien étayées. Et c'est ce qui a motivé l'adoption de cette directive, dont les objectifs sont les suivants. Merci Florian. C'était donc d'établir des dispositions avec des critères communs à l'ensemble des États membres pour lutter contre l'éco-blanchiment et les allégations environnementales trompeuses, offrir plus de transparence aux consommateurs, hein, puisque l'objectif, c'est de leur permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés au moment de leurs achats, et aussi de mieux récompenser les entreprises dont les efforts environnementaux sont avérés. Là, ça fait référence un peu aux fonctions concurrentielles du droit de la consommation, hein, puisque l'interdiction de certaines pratiques commerciales déloyales, elle fait obstacle à des formes d'altération de la concurrence, et en rétablissant la loyauté dans la compétition. J'en arrive merci. À une présentation globale avant de rentrer dans certaines pratiques, comme je vous le disais. Pour bien comprendre cette directive transition verte, ce n'est pas une directive qui est autonome. Elle vient modifier 2 directives consuméristes qui sont très importantes en matière de protection économique des consommateurs. La directive 2005-29 sur les pratiques commerciales déloyales, que vous connaissez sans doute, et la directive 2011-83 sur les droits des consommateurs. En matière de pratiques commerciales déloyales, il y a effectivement des nouvelles pratiques trompeuses qui sont ajoutées dans le texte, et des pratiques qui sont aussi interdites en toutes circonstances. Jusqu'alors, c'était déjà possible, hein, d'appréhender les allégations environnementales trompeuses sur la base du droit positif. Il y avait notamment des orientations de la Commission européenne avec de nombreux développements sur les allégations environnementales trompeuses. Et en fait, cette directive est venue inscrire dans le dur une déclinaison pour pouvoir mieux appréhender certaines pratiques liées à l'éco-blanchiment, et justement venir garantir davantage de fiabilité sur les allégations ou les labels de développement durable qui sont sur le marché. La directive 2011-83 pour aujourd'hui nous concerne moins, mais c'est tout ce qui concerne le renforcement de l'information qui est donnée aux consommateurs au titre des informations précontractuelles, donc avant la conclusion de l'achat. Mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire, donc je ne rentrerai pas plus dans le détail. Alors, merci. Plus précisément, il y a 2 points qui sont susceptibles de vous intéresser aujourd'hui en lien avec l'écolabel européen. D'une part, au titre des pratiques commerciales considérées comme trompeuses en toutes circonstances, est désormais interdit le fait de présenter un label de développement durable privé qui n'est pas fondé sur un système de certification. Il faut noter que les labels établis par des autorités publiques ne sont pas concernés par les nouvelles exigences procédurales qui sont posées par la directive, et à ce titre,
l'écolabel européen qui est encadré par un règlement européen et que vous connaissez tous et qu'a brièvement représenté Céline en introduction, est considéré du coup comme un label public, et de ce fait, les titulaires de l'écolabel européen ne seront pas susceptibles de se voir reprocher cette nouvelle pratique trompeuse. Donc ça, c'est un élément important, parce que l'écolabel européen, compte tenu de sa robustesse, liée d'une part à sa gouvernance et les modalités de son attribution, qu'a rappelé Céline, et la fiabilité, en tout cas des critères environnementaux qui sont pris en compte pour les produits, fait qu'on est en dehors du champ de cette pratique commerciale trompeuse. L'autre point qui peut être intéressant pour vous, c'est l'usage d'allégations environnementales génériques. Désormais, le droit européen s'est saisi de cette question et a imposé, ou en tout cas prévu, un encadrement strict pour l'usage de ces allégations environnementales. Et sera désormais interdit le fait de présenter une allégation environnementale au sujet de laquelle le professionnel n'est pas en mesure de démontrer l'excellence performance environnementale reconnue en rapport avec une allégation. Alors d'une part, de quoi s'agit-il? Ces allégations environnementales génériques, ce sont des allégations environnementales qui ne sont pas précises et qui ne sont pas fournies sur le même support. Elles suggèrent ou donnent l'impression d'une performance environnementale excellente. Vous avez des exemples qui sont donnés et qui apparaissent dans les considérants de la directive. Ce sont ces mentions respectueux de l'environnement, écologique, vert et ainsi de suite. Ce ne sont juste des exemples. Il faut avoir en tête que au titre de ces allégations environnementales génériques, ce ne sont pas juste les mentions. Ça peut également être le nom d'une marque, le nom de produit, s'il véhicule un message environnemental, explicite ou non, et s'ils sont susceptibles d'amener le consommateur à croire que le produit a un impact moindre sur l'environnement. Et compte tenu de cette conséquence, l'encadrement européen qui est prévu, il faut que l'excellence performance environnementale du bien ou du service auquel elle se rapporte soit démontrée et que l'allégation soit pertinente par rapport à cette performance. On ne peut pas alléguer sur, par exemple, l'économie d'énergie ou l'économie d'eau, alors que ces points ne font pas partie du critère du référentiel qui a permis de reconnaître cette excellence performance environnementale. On peut... Merci. Et le point important ici, c'est comment est appréciée l'excellence performance environnementale. Elle est reconnue si elle peut être démontrée par au moins l'une des normes suivantes, et l'écolabel européen est expressément reconnu comme un label qui permet d'attester de cette excellence performance environnementale, et dès lors, les titulaires de l'écolabel européen pourront utiliser ces allégations environnementales génériques sous réserve qu'elles soient en lien avec le référentiel de l'écolabel européen pour une catégorie de produits donnés. Donc, voilà. Merci. Les prochaines étapes, les dispositions de cette directive doivent être transposées avant le 27 mars 2026, entreront en application à l'automne prochain. Les dispositions seront transposées au sein du Code de la consommation, avec quelques dispositions du Code de l'environnement qui seront mis en cohérence, et ça sera intégré dans un projet de texte, DADU, c'est l'acronyme barbare, mais qui signifie diverses dispositions d'application du droit de l'Union européenne,
avec une adoption envisagée au printemps de l'année prochaine. On est conscient que, au-delà de la transposition même de ce texte, il y a encore des questions de mise en œuvre qui se posent. On a eu quelques échanges avec certains acteurs économiques qui sont intéressés par la mise en œuvre de ce texte. On a adressé des questions à la Commission européenne pour venir nourrir des lignes directrices qui seront publiées sur l'adoption de ce texte. Et puis, en attendant, j'ai remis le lien vers un article qui a été publié sur le site du ministère de l'économie et des finances, de la DGCCRF, pour présenter davantage les impacts anticipés de ce texte. Voilà, j'ai essayé d'être courte pour laisser la parole aux autres intervenants et je ne doute pas qu'il y aura des questions qui suivront. Merci beaucoup Alice pour cette présentation et ce zoom sur le lien entre la directive et l'écolabel européen. On sait très bien que le sujet pourrait être bien plus large, mais du coup on essaiera vraiment de parler du lien entre ces deux sujets, la directive et l'écolabel européen, notamment dans les questions-réponses. Donc n'oubliez pas, vous pouvez aller dans le petit logo Q&R en haut à gauche pour noter vos questions-réponses. Si jamais vous ne trouvez pas le chemin, vous pouvez l'écrire dans le chat, ça fonctionnera aussi, on devrait pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup. Maintenant, on va pouvoir donner la parole à Samy Drissi. Donc, je suis en train de faire la petite manipulation en même temps. Donc, lui qui est chargé de mission économie circulaire au ministère de la Transition écologique, de l'aménagement du territoire, des transports, villes et logements. Et donc qui est chargé de la mise en œuvre du règlement éco-conception, plus connu sous le nom ESPR. Et donc, c'est notamment le lien entre l'ESPR et l'écolabel européen qui va être réalisé dans cette présentation. Samy, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Ouais, on Parfait. entend très bien là. Eh ben, allez-y. Eh bien, parfait. Eh bien, c'est parti. Donc, je suis Samy Drissi, donc chargé de mission économie circulaire. Je m'occupe de la mise en œuvre du règlement donc ESPR. Je travaille au sein du bureau produits et consommation durable, donc au commissariat général au développement durable. Voilà, on va pouvoir commencer la présentation, diapositive suivante. Je vais vous présenter très rapidement le règlement ESPR, parce qu'on peut en parler pendant des heures. Hein. C'est un très gros règlement européen qui a été donc publié donc, en juin 2024 au journal officiel. Il invite à 3 grands principes. Le premier, un des objectifs est d'imposer le respect de performances environnementales minimales à la quasi-totalité des produits mis sur le marché européen, quel que soit leur lieu de fabrication. Le second pilier est relatif au passeport produit numérique, qui a vocation à être l'outil de demain pour la traçabilité, la transmission des informations au sein de chaînes de valeur, mais aussi de moyens de communication à destination des consommateurs. Et le troisième pilier qui est assez différent, c'est la lutte contre la destruction des invendus. Le règlement ESPR est un règlement cadre qui va nécessiter des actes délégués sectoriels, donc groupe de produits par groupe de produits, pour définir des exigences d'éco-conception qui rassemblent donc aussi bien des exigences de performance que des exigences d'information. Mais le SPR prévoit un autre outil qu'on appelle des règlements horizontaux qui permettront de définir des exigences communes à différents groupes de produits en même temps afin d'être plus efficace dans l'établissement de la réglementation. Diapositive suivante. Alors, je vais revenir sur quelques principes, donc des 3 concepts qui sont mentionnés dans le règlement, le lien entre donc aspect, paramètres et exigences. Le règlement SPR oblige à l'évaluation d'aspects, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut améliorer dans les produits, qui fait une déclinaison en paramètres, qui est comment on va l'améliorer, et enfin d'exigence, c'est quels critères on va définir dans la réglementation, dans les actes délégués, pour y parvenir et atteindre ces objectifs. Diapositive suivante.
dans l'évaluation des produits, dans les études d'impact, mais aussi dans l'établissement des actes délégués, devront être pris en compte donc, les aspects des produits, donc les 16 aspects des produits que vous voyez à l'écran, pour définir des exigences en matière d'éco-conception. Donc, ils sont très variés. Donc, c'est vraiment, alors, ça couvre en fait l'ensemble du cycle de vie des produits. Donc, il sera aussi bien question dans les aspects des produits de durabilité, de réparabilité, de fiabilité, d'entretien d'entretien et de reconditionnement, mais aussi des aspects plutôt de consommation, donc la manière de mode de production, donc consommation d'eau, consommation d'énergie, de ressources, contenu recyclé, présence de substances préoccupantes, mais aussi empreinte environnementale qui couvre également l'empreinte carbone des produits, mais également d'autres aspects comme la possibilité de recyclage, de remanufacturage ou de valorisation des matériaux. Diapositive suivante. Donc le SPR est un règlement socle qui va nécessiter des actes délégués sectoriels pour établir des exigences d'éco-conception groupe de produits par groupe de produits. Donc, par exemple, le textile, les pneus, le fer et l'acier. Donc des groupes qui sont très très différents, des groupes de produits qui sont très très différents, mais qui seront réglementés dans le même esprit. Et à ces groupes de produits vont être définis d'une part des exigences de performance, comme la performance énergétique pour des produits liés à l'énergie, ou le contenu recyclé, donc avec un taux minimum, mais aussi des exigences d'information, comme un indice de réparabilité, une information sur la présence de substances préoccupantes, mais aussi des éléments un peu plus élémentaires, comme un manuel d'utilisation et d'entretien, qui seront donc prévus par la réglementation. Diapositive suivante. Ces exigences ne peuvent pas être toutes définies en même temps pour tous les produits. Vous vous rendez bien compte que le champ est tellement large qu'il faut donc définir des priorités et la manière dont on va réglementer les produits les uns après les autres. Il y a, donc, là, vous voyez à gauche, donc plutôt les produits liés à l'énergie. Il s'agit de travailler dans la continuité de la directive éco-design qui déjà réglemente certains produits de l'énergie. Et l'idée, c'est d'être dans le SPR, d'aller un peu plus loin, de réglementer d'autres produits. Et donc, ces produits-là font partie du programme de travail 2025-2030. Donc, certains règlements sont attendus à partir de l'année prochaine. Parmi les produits que l'on appelle finis, parmi les priorités ont été définis le textile, les pneus, les meubles, les matelas. Mais le règlement peut aussi permettre de venir réglementer ce qu'on appelle des produits intermédiaires, c'est-à-dire des produits qui nécessitent une transformation ultérieure pour devenir des produits finis. Et au sein du programme de travail, ont été définis comme priorité le fer et l'acier, mais aussi l'aluminium. Mais également, il y a deux autres axes de travail qui ont été identifiés, qui sont, eux, cette fois-ci, horizontaux, avec un axe de travail sur la réparabilité, où un focus sera notamment fait sur les produits électriques et électroniques, mais aussi sur la recyclabilité et le contenu recyclé, un petit peu plus tard, sur à peu près le même champ de produits. Le champ exact des produits sera évalué un peu plus tard. Là, ce sont quelques généralités que je vous donne. Il n'y a rien, de toute façon, dans chaque groupe de produits, enfin, même le groupe de textile est un groupe de produits extrêmement large, dans lequel on trouve une très grande diversité de produits. Chaque acte délégué définira exactement le champ exact des produits auxquels il va s'appliquer. Diapositive suivante. Donc, venons au cœur du sujet. Pourquoi du webinaire d'aujourd'hui, qui est l'interface entre le règlement SPR et l'écolabel européen. Ces règlements des objectifs sont très différents, mais vous allez voir qu'ils sont quand même liés. SPR a pour but d'établir des exigences minimales communes à tous les produits d'un même groupe, dans le but de favoriser la durabilité. Quand un acte délégué va être adopté, les exigences seront obligatoires pour tous les produits de ce champ. L'esprit de l'écolabel européen est différent. Il s'agit plutôt de promouvoir les produits ayant le moins d'impact sur l'environnement, tout en répondant à des exigences élevées. Cette fois-ci, les exigences sont facultatives, sont volontaires de la part des entreprises, mais elles visent à distinguer l'ensemble des produits sur le marché en valorisant certains produits.
Et pourquoi en fait il y a un lien entre les deux? Le premier, c'est que pour établir des exigences sous SPR, vont être élaborées ce qu'on appelle des études préparatoires, des études techniques, qui vont donc servir d'abord dans SPR pour établir des exigences obligatoires, mais elles seront réutilisées ensuite dans le cadre de l'écolabel européen. Là, je prends un exemple fictif, qui peut-être est le taux de recyclabilité. ESPR va venir définir un premier taux qui, par exemple, sera 70%. Donc, il va faire une sorte de premier seuil qui va distinguer les produits qui ne répondent pas aux exigences EPR et qui ne pourront donc pas être mis sur le marché des produits qui répondent aux exigences de ESPR. Dans l'écolabel européen, l'idée de valoriser les meilleurs produits, donc il pourrait être proposé un taux supérieur, par exemple de 90%. Et en fait, au-delà de 90%, un produit donc, sur ce critère-là pourrait donc aussi bien répondre aux exigences de l'ESPR que de l'écolabel européen. Donc, si l'écolabel européen, dans un des cahiers, reprend un taux plus élevé, le fait de respecter l'écolabel européen sur ce critère-là permettra également d'être conforme à l'ESPR. Diapositive suivante. Là, une diapositive un petit peu plus réglementaire sur où est-ce que dans le règlement SPR, on identifie le lien entre SPR et l'écolabel européen. Donc, à l'article 41, donc un lien sur la conformité écolabel européen et conformité SPR est fait. C'est-à-dire qu'un produit qui est dans le champ d'un acte délégué SPR, dans le premier rectangle, pour lesquels les exigences d'éco-conception de l'acte délégué sont repris dans les critères de l'écolabel européen. Et si ce produit est porteur de l'écolabel européen, alors le produit sera forcément conforme aux exigences d'éco-conception de l'ESPR concerné. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément, ce sera critère par critère. Attention, le fait de répondre à l'écolabel européen sur seulement 2 critères ne veut pas dire que le produit est conforme à l'ESPR sur tous les critères de l'ESPR. Il faut que les critères soient vraiment exactement les mêmes dans les 2 cadres réglementaires. Là, l'exemple avant, j'avais pris le taux de recyclabilité. Il faudra que le taux de recyclabilité soit le même dans les 2 cadres réglementaires. Dans un autre endroit du règlement SPR, également évoqué l'écolabel européen, ce qu'on appelle les mesures incitatives, c'est-à-dire toutes les mesures qui peuvent être mises en place par les États membres pour promouvoir certains produits. Donc, alors, les mesures incitatives peuvent être incitatives ou contre-incitatives. Ça peut être, par exemple, une variation d'une certaine taxe, par exemple. C'est un exemple fictif que je peux vous donner. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui sur les pneus, où il y a des exigences fiscales qui sont différenciées en fonction des catégories de pneus et des performances des pneus. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, le règlement SPR précise que les mesures incitatives ne pourront être réservées qu'aux produits qui respectent les 2 classes les plus élevées d'un critère de performance. Donc, si on établit des tranches de performance, seulement les 2 plus élevés, donc les produits les plus performants, pourront faire l'objet de mesures incitatives, mais aussi les produits porteurs de l'écolabel européen. Donc, ce qui est vraiment qui en fait permet le fait d'être conforme aux exigences de l'écolabel européen, finalement affranchi de certains nombres de contraintes, puisque ces produits-là pourront faire l'objet de mesures incitatives. Diapositive suivante. Et du coup, je vais prendre un exemple qui est celui des textiles, qui fait l'objet aujourd'hui de critères de l'écolabel européen, qui pourraient être donc révisés. Dans le cadre de SPR, une étude préparatoire est en cours sur les textiles. Cette étude est en cours de développement, elle n'est pas encore terminée, on espère qu'elle va aboutir en début d'année 2026. Cette étude va servir à 2 raisons. D'abord, définir des exigences d'éco-conception pour un acte délégué ESPR dans les textiles, mais cette même étude sera la même base technique et scientifique pour élaborer des critères écolabel européens pour les textiles. C'est quelque chose sur lequel la Commission européenne a été extrêmement claire, elle nous a bien confirmé. C'est cette même étude préparatoire, donc ce même outil technique qui va servir donc dans les 2 cadres réglementaires. Diapositive suivante.
Et du coup, en termes de calendrier, comment éventuellement ça pourrait se passer pour les textiles? Aujourd'hui, le travail se fait principalement dans le cadre de l'ESPER. Donc, l'étude préparatoire a démarré donc, en 2021-2024. Il y avait une consultation publique qui avait lieu juste avant, en mi-2023. Cette étude met un peu de temps parce qu'il s'agit vraiment de prendre en compte tous les aspects des produits. Il s'agit de faire c'est quelque chose qui est un travail qui est vraiment très exhaustif. Cette étude est toujours en cours. Il y a eu des consultations, il y en aura encore jusqu'à la fin. Il y a même des ateliers qui sont organisés pour réunir les parties prenantes intéressées. À ce titre-là, le CGDD aussi anime un groupe miroir textile pour justement faire le lien entre les informations qui circulent au niveau européen et pour mieux informer les parties prenantes françaises. On espère début 2026 la publication de cette étude préparatoire et travailler le plus tôt possible sur l'adoption d'un acte délégué ESPER sur les textiles. Donc on espère que cet acte délégué va arriver assez rapidement. Et à un moment, soit à partir de la publication de l'étude préparatoire, soit à partir après l'adoption de l'acte délégué ESPER sur les textiles, les travaux de révision de l'école label européen sur les textiles vont pouvoir redémarrer sur la même base, aussi bien technique qui est l'étude préparatoire que réglementaire, c'est reprendre idéalement les mêmes critères qui auront été utilisés dans l'acte délégué ESPER sur les textiles. Donc, le travail sur les textiles écolabel européens reviendront un jour. Aujourd'hui, je pense que les travaux sont stoppés parce que, bien sûr, l'idée, c'est d'être plus efficace et d'attendre en fait une base technique beaucoup plus complète qui est donc à travers l'étude préparatoire. Mais les travaux dans le cadre de l'écolabel européen reprendront un jour, nous en sommes certains. Et voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup, Samy. Je vois déjà qu'il y aura une question pour la fin, donc vous pouvez déjà vous préparer. Elle est écrite dans le chat, hein. Donc maintenant, on va donner la parole à Madame Sylvie Ludin, donc, qui est à la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne et qui va vraiment plus là se focaliser sur l'écolabel européen, vraiment plus précisément. Donc je vous laisse reprendre la présentation et puis je reprendrai la main ensuite. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité à faire une intervention au cours de ce webinaire aujourd'hui. Donc, je m'appelle Sylvie Ludin, je travaille à la Commission européenne à Bruxelles, à la Direction générale de l'environnement, plus spécifiquement dans l'unité des produits durables et dans l'équipe qui s'occupe de l'écolabel européen. Donc, je vais faire une petite présentation sur l'écolabel qui vient un peu en complémentarité à ce que a présenté Madame Scheuer au début donc, de ce webinaire. Donc, l'écolabel européen, donc, comme vous le savez, c'est le label officiel de l'Union européenne pour l'excellence environnementale des produits, c'est-à-dire des biens et services. Il a été créé en 1992 et a été établi donc, par un règlement du Conseil et du Parlement européen, donc, que nous utilisons toujours donc, aujourd'hui pour tout ce qui est mise en œuvre de l'écolabel. C'est un label volontaire, ça c'est important de souligner. Et donc aujourd'hui, l'écolabel est de plus en plus présent sur le marché européen. Comme a montré Madame Scheuer tout à l'heure, il y a une croissance constante dans le nombre de produits qui sont certifiés par cet écolabel. Donc, nous avons atteint aujourd'hui un nombre record de presque 110 000 produits présents. Et également en termes de nombre de licences. Donc, les licences, ce sont les contrats qui sont passés avec les entreprises
qui les autorise à utiliser l'écolabel européen sur leurs produits. Nous sommes également à près de 3400 licences, donc avec des entreprises européennes. Alors la France se situe très bien puisqu'elle est au 3e rang en termes de nombre de produits certifiés, donc plus de 13 400 produits. Donc la France se situe juste derrière l'Italie et l'Espagne actuellement. Et juste pour compléter, donc nous avons actuellement 25 catégories de produits pour lesquels l'écolabel peut être certifié. Le premier groupe de produits, donc avec le plus grand nombre de produits certifiés, c'est les peintures et les vernis. Le deuxième, c'est les produits papier. Et le troisième, c'est les détergents. Donc ça, c'est les produits, on va dire, les plus populaires qu'on trouve le plus facilement sur le marché, donc pour les consommateurs européens. Alors, en termes de reconnaissance de notre label par le consommateur européen, alors ce que nous faisons donc à l'échelle européenne, c'est d'organiser régulièrement des enquêtes pour questionner les consommateurs. Est-ce qu'ils connaissent le logo de l'écolabel européen? Est-ce qu'ils lui font confiance? Et lors de la dernière enquête en 2023, nous constatons déjà qu'il y a une croissance dans le degré de reconnaissance par les citoyens. Elle se situe aujourd'hui à presque 40%. Et également une croissance dans le degré de confiance dans cet écolabel qui est de 75% à peu près. Et donc, l'année prochaine, nous allons refaire cette enquête pour voir si éventuellement il y a une évolution, une croissance de ce degré de reconnaissance de notre label. Alors aujourd'hui, dans le cadre des politiques européennes, l'écolabel est considéré comme un outil européen pour la durabilité et la circularité des produits. Mais également pour la résilience et la compétitivité des entreprises qui investissent donc dans ce label. Et il permet aux consommateurs de faire des choix réellement durables. Alors, nous avons tout à l'heure une mention au Pacte vert européen qui annonçait des législations à venir qui ont été depuis donc mises en place. Donc le règlement sur l'éco-conception des produits durables en 2024, dont nous avons une présentation juste maintenant. La directive donnant aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte, également en 2024. Donc l'écolabel est explicitement mentionné dans ces deux textes juridique. Donc, l'écolabel est considéré comme un outil qui permet, qui facilite la mise en œuvre de ces nouvelles initiatives. Dans le mandat de la nouvelle Commission européenne, donc, qui est entrée en fonction en fin 2024, il y a eu une publication de nouvelles initiatives, comme par exemple la boussole pour la compétitivité, qui vise à restaurer la croissance économique et à renforcer la compétitivité en Europe. Il y a eu également le pacte pour une industrie propre, également pour renforcer la compétitivité de l'industrie européenne, tout en accélérant la transition vers la neutralité carbone. Et en ce qui concerne des initiatives futures, donc nous avons une stratégie en matière de bioéconomie qui est en cours de finalisation et qui sera proposée par la Commission à la fin du mois de novembre, et une loi sur l'économie circulaire prévue pour l'année prochaine. Alors, nous considérons que l'écolabel européen donc, contribue à la mise en œuvre de toutes ces politiques européennes. Comme vous pouvez le voir, l'accent est mis par la Commission sur la compétitivité, mais également sur la simplification et la digitalisation. Et là, également,
l'écolabel européen contribue donc à cet effort de simplification et de digitalisation, puisque nous travaillons sur la manière de simplifier les critères de l'écolabel européen dans le sens faciliter les procédures de demande de certification avec des critères plus clairs, des moyens pour soutenir les entreprises donc, dans leur demande de certification avec des documents plus explicatifs, on va dire, des critères avec des formulaires prêts à être remplis. Et également, nous travaillons sur des solutions de digitalisation donc dans les procédures en ce qui concerne l'écolabel européen. Alors, sur la slide suivante, donc, j'ai souligné l'aspect compétitivité qui est vraiment important pour la Commission européenne donc, actuellement. Donc, l'écolabel donc, fournit un avantage compétitif pour les entreprises. Donc, comme j'ai indiqué précédemment, c'est le label officiel de l'Union européenne pour l'excellence des produits. Donc, il est reconnu à l'échelle européenne. Que vous vendiez votre produit en Espagne, en France ou en Estonie, les consommateurs reconnaissent de plus en plus ce label et donc lui font confiance, quelle que soit l'origine, le pays d'origine du produit. Donc, je souligne le côté volontaire de l'écolabel européen. Donc, c'est pour les entreprises qui souhaitent aller plus loin et qui souhaitent vraiment promouvoir l'excellence environnementale de leurs produits. Donc, grâce à ce logo qui est présent sur leurs produits, voilà, pour montrer aux consommateurs tous les efforts qui ont été mis en œuvre pour réduire l'impact environnemental de ce produit. Alors, l'écolabel est fiable et donc de plus en plus reconnu par les consommateurs européens. Comme a expliqué Madame Scheuer, il s'agit d'un écolabel de type 1, donc c'est les meilleurs écolabels qui existent sur le marché dans le monde. Il contribue aux priorités politiques de l'Union européenne et encourage l'innovation verte. Nous venons voir que voilà, pour les produits qui seront porteurs de l'écolabel, ils seront considérés d'office comme, disons, reconnus donc, dans le cadre du travail ISPR. Donc, les entreprises qui font confiance à l'écolabel auront leurs efforts récompensés. On peut dire n'auront plus à prouver que leurs produits sont vraiment écologiquement plus intéressants. Il y a également des réductions de coûts qui sont observées, donc, parce que dans les critères de l'écolabel européen, nous mettons des exigences, par exemple, en termes d'utilisation d'eau, en termes d'utilisation d'énergie ou des matières premières, qui peuvent conduire à des réductions de coûts pour les entreprises. Donc, également, grâce à l'écolabel, les entreprises peuvent se distinguer sur le marché, avoir plus de visibilité et donc une compétitivité accrue. Concernant les marchés publics verts, nous avons de plus en plus de demandes pour des produits éco-certifiés, donc à l'échelle européenne. Et nous observons également que des organismes publics demandent de plus en plus des produits qui sont certifiés par l'écolabel européen. Et finalement, avec l'écolabel européen sur vos produits, vous pouvez bénéficier d'une promotion de vos produits à l'échelle européenne. Nous avons créé un catalogue dédié à tous les produits certifiés où les consommateurs ou les organismes publics, dans le cadre de leurs achats, peuvent faire des recherches
et trouver vos produits, voir qu'il y a vraiment de l'offre sur le marché pour les produits certifiés par notre label. Également, nous travaillons sur des partenariats avec des plateformes de vente en ligne. Par exemple, nous avons des collaborations avec Amazon ou Booking.com où nous travaillons ensemble pour une meilleure visibilité des produits certifiés par l'écolabel. C'est-à-dire les consommateurs, par exemple, qui cherchent un hôtel certifié par l'écolabel sur Booking.com, ils ont moyen d'utiliser des filtres spéciaux pour retrouver ces hôtels-là et sélectionner pour leur séjour des hôtels voilà, qui assurent un impact sur l'environnement réduit dans le cadre de leur service. Et finalement, donc sur la dernière slide, pour les organismes qui sont intéressés pour faire une demande pour l'écolabel européen pour leurs produits, nous invitons d'abord à regarder en détail quelles sont les catégories de produits qui sont couvertes actuellement par l'écolabel européen. Donc sur notre site internet, nous avons une description de ces produits. La deuxième étape est de contacter votre autorité compétente écolabel en France. Et donc, il s'agit donc de l'ADEME, de l'AFNOR et de EcoCert. Et les contacts sont également indiqués sur notre site européen. Donc, vous exprimez votre projet à cette autorité compétente qui peut parfois vous aider ou vous guider dans la procédure. Ensuite, il s'agit d'indiquer déjà vos produits dans le catalogue de l'écolabel européen avec quelques descriptions du produit. Et donc, une fois que vous aurez eu une réponse favorable à votre demande de la part de l'autorité compétente. Donc, c'est elle qui regarde le dossier pour votre produit. Il y a une redevance à payer aussi qui dépend de chaque pays. Et une fois que vous avez eu l'accord, votre produit est validé dans le catalogue de l'écolabel européen et vous pouvez commencer à utiliser le logo dans vos activités de communication et de marketing. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'écolabel, donc j'ai indiqué le site officiel de notre label. Nous avons également une page LinkedIn donc, où nous faisons des annonces régulièrement sur les nouveautés et les événements liés à l'écolabel européen. Et nous avons également un support de la part d'un helpdesk que vous pouvez contacter avec des questions spécifiques. Et finalement, je voudrais juste annoncer que nous allons organiser un webinaire dédié aux entreprises pour présenter justement les avantages de l'écolabel européen, aussi comment, grâce à ce label, vous pouvez augmenter votre compétitivité sur le marché européen. Et ce webinaire sera réalisé au printemps de l'année prochaine et donc toutes les informations seront mises en ligne ainsi que le lien pour y accéder. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, s'il y a des questions particulières, je suis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie pour votre témoignage. Alors, je vais essayer de reprendre les questions dans l'ordre et puis après, avec Céline, on pourra conclure le webinaire. J'ai une question de Pascal Boissier qui demande s'il y aura une période de transition pour la mise à jour des packaging produits. Donc, c'était au tout début pour la première intervention, hein. Notamment les packaging produits alimentaires et cosmétiques, avec un délai de rotation sur plusieurs années concernant les communications environnementales. Est-ce qu'il est possible à un des intervenants de répondre directement à cette question ou peut-être à Pascal de préciser voilà. Oui. Alors, à ce stade, il n'y a pas de délai transitoire qui est organisé par la directive.
Après, il faut voir de quelles allégations on parle, parce qu'il n'y a pas de principe radicalement nouveau dans cette directive, parce que comme je le disais, c'est la reprise de ce qui était déjà défini par la doctrine et notamment sur la base des orientations de la Commission européenne. Donc, je ne peux pas répondre dans l'absolu sur certaines allégations qui figuraient sur un packaging. Voilà. Après, comme toute nouvelle réglementation, la DGCCRF, dans le cadre de ses contrôles, commence par des suites peut-être plus pédagogiques pour accompagner les entreprises dans le changement. Donc, on le prendra en compte au début de nos contrôles, sauf fait d'une gravité telle. Il y a toujours une période pendant laquelle on retient davantage des suites pédagogiques. Merci Alice pour ce retour. Et du coup, Pascal a en même temps précisé en disant que la question concernait les labels, donc peut-être ceux qui ne sont pas reconnus ou qui sont peut-être à ne plus employer. Sur les labels, c'est un peu le même principe. La commission et notamment, alors c'est pas la DG Environnement, hein, c'est la DG Juste qui est en charge de cette directive, considère que le délai de transposition ou le délai entre la publication du texte et l'entrée en application des dispositions doit être utilisé pour cette mise en conformité. Mais effectivement, il faut que tous les propriétaires de labels commencent dès à présent à anticiper la mise en œuvre de ces dispositions. Très bien, merci beaucoup. Je relis aussi une remarque qui a été faite. Alors, il n'y a pas de question, je la relis en tant que telle. Ça concerne la directive 2024-825 que le tribunal judiciaire de Paris, notamment concernant l'affaire Total Energy, a commencé à en tirer des conséquences, notamment en lien avec les consommateurs et les pratiques commerciales qu'a pu avoir Total dans l'activité. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez réagir, Alice, sur ce point-là, ou voilà, il n'y avait pas de question, hein, donc. Non, je ne veux pas particulièrement réagir. On a bien pris note évidemment de ce jugement et il est en cours d'analyse chez nous. Juste, c'était une action civile qui était engagée par notamment des associations, mais évidemment, on le regarde avec attention. Très bien, c'est déjà une information en soi, merci beaucoup. Du coup, maintenant, une question plutôt à destination de Samy sur le SPR. Les produits sont concernés, on l'a bien compris. Par contre, est-ce que les services le seront également? Donc, c'est un peu plus large, hein, mais... Eh bien non, le SPR, c'est vraiment un règlement produit, un Eco-Design for Sustainable Product Regulation. C'est vraiment un règlement qui vise à encadrer la mise sur le marché ou la mise en service des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les services ne sont pas concernés, mais on reste quand même d'autres initiatives pourraient un jour venir un peu agir sur le champ de l'éco-conception des services. On pense par exemple aux services numériques. Il y a déjà des éléments en droit français avec le RGESN, mais voilà, il y a bien une distinction qui sont faites entre produits et services. Très bien, merci. Peut-être aussi pour réagir, peut-être que par exemple sur certains indicateurs
comme la réparabilité ou autres, des services associés aux produits commercialisés seront intéressants? Moi, c'est une question que je pose comme ça. Ils auront toute leur place dans un écosystème complexe de vie des produits, mais ils ne feront pas l'objet de réglementations particulières. Je sais pas je sais pas quelle est la limite parfois effectivement entre produits et services, mais si on prend en compte la durée de disponibilité des pièces détachées, effectivement, on considère que c'est le produit, mais effectivement, ça impacte également la vie de l'entreprise, du méthode de l'entreprise qui aura mis fabriqué ou mis sur le marché le produit. Donc, la frontière est un peu ténue, mais il faudra bien les exigences qui seront applicables seront celles qui seront définies dans les actes délégués sectoriels. Très bien, merci. Et il y a une question aussi, parce qu'on a vu un visuel sur une note A, B, C, D ou E. Est-ce qu'un affichage environnemental produit est prévu? Voilà. Alors, j'avoue, j'ai hésité longtemps avant de mettre ce logo. C'était juste pour indiquer la notion de classe de performance, comment on pouvait comprendre en fait ces termes-là. Les exigences d'étiquetage, alors, non, je reprends. Ce qui sera défini par le règlement SPR, ce sont les exigences d'information, c'est-à-dire quelles informations devront figurer sur les produits. Ensuite, il sera discuté la manière dont ces informations devront figurer. C'est quelque chose qui sont très différents. Quelles informations et ensuite la manière de les faire figurer sur le produit. Là, on touche sur un champ plus large du règlement SPR qui n'est pas spécifique aux actes délégués. C'est-à-dire que le consommateur pourra être informé de deux manières, à la fois via un étiquetage physique, parce qu'il a toujours la possibilité de définir un étiquetage physique des produits, enfin une étiquette sur l'emballage, sur le produit. Il y a des articles dans l'SPR qui traitent de la question, mais les informations pourront également être transmises par voie numérique au sein donc, du passeport produit, qui sera donc le support de données auquel pourra avoir accès le consommateur et qui reprendra de toute façon toutes ces informations par voie dématérialisée. La notion d'affichage, c'est vraiment, ça renvoie à un étiquetage vraiment physique des produits. Les exigences d'information sont plutôt quelles informations devront figurer, devront permettre d'informer le consommateur. Très bien, merci. Alors, je vais faire une question peut-être un peu générale pour répondre à deux réactions de personnes qui ont participé, mais notamment concernant les différentes réglementations évoquées. Est-ce qu'elles sont bien applicables pour des produits importés? Est-ce que du coup, certaines plateformes qui sont aujourd'hui un peu controversées vont également être impactées par ces réglementations-là? Alors, les exigences ESPR s'appliquent aussi bien aux produits fabriqués sur le sol européen ou importés. Lorsque seront définies des exigences d'éco-conception, elles seront donc applicables, peu importe si le produit est fabriqué en France ou en dehors de l'Union européenne. Le produit devra apporter un passeport produit, c'est prévu ce qui sera être le cas pour les textiles. Les obligations devront rester équivalentes. Donc ça, c'est ce que le règlement sectoriel ou SPR va imposer. Ensuite, la circulation des marchandises, c'est une problématique qui dépasse largement le cadre de SPR, qui couvre des enjeux relatifs au code des douanes, des stratégies, donc il y a d'autres stratégies de la Commission européenne sur la question, notamment dans le cadre de sa stratégie e-commerce, qui sont liés, mais qui ne sont pas spécifiques à SPR. La question de l'import de textiles qui sont non conformes dépasse largement le cadre de SPR. La Commission travaille sur le sujet, à comment gérer finalement ce flux de produits importés qui un peu passe sous les radars
des contrôles douaniers, de contrôle de mise sur le marché, enfin de contrôle de produits qui circulent sur le marché européen et qui arrivent directement aux consommateurs. La problématique, elle est extrêmement complexe. Bien sûr, la Commission européenne, comme la France, a bien conscience des enjeux que cela représente, mais ça dépasse complètement le cadre de SPR. La Commission devrait faire des propositions dans un autre cadre réglementaire qui est le New Legislative Framework, donc le cadre de réglementation des produits. C'est un des enjeux qu'elle a identifié, c'est freiner l'import de produits qui sont arrivés directement auprès du consommateur, qui échappent en fait à tout contrôle. Et donc des notions comme la taxation des petits colis seront discutées éventuellement dans ce cadre-là, mais pas dans le cadre spécifique de SPR qui vise, lui, à réglementer la conception des produits en eux-mêmes, et non pas les modalités de commercialisation. Très bien, merci. Est-ce que Alice ou Sylvie, vous souhaitez faire une dernière réaction et on arrive au bout du timing, Oui, merci. En matière de protection économique du consommateur, je vous confirme que les allégations environnementales potentiellement trompeuses qu'on pourrait trouver sur des produits qui sont vendus sur ces sites, ces plateformes, font bien l'objet de contrôles, s'agissant de Shein, puisque la plateforme est visée expressément. La procédure qui a été conduite par le service national d'enquête de la DGCCRF ces dernières années et qui s'est soldée par une transaction pénale cet été, visait notamment des questions d'allégations environnementales relatives à la baisse des émissions carbone ou à la compensation qui étaient insuffisamment justifiées, voire inexactes, qui ne prenaient pas en compte l'ensemble du cycle de vie des produits. Donc, des contrôles, il peut y en avoir sur aussi le discours commercial possiblement abusivement verdi de ces opérateurs. Oui, Sylvie? Juste de ma part, juste pour compléter par rapport aux produits écolabel, donc il est possible pour des compagnies qui sont établies en dehors de l'Union européenne de demander une certification de leurs produits tant que le produit est prévu donc d'être commercialisé, vendu sur le marché européen. Donc, c'est un label qui n'est pas uniquement pour des entreprises qui sont établies dans l'Union européenne. Et par rapport aux plateformes donc de vente en ligne que j'ai mentionnées tout à l'heure, donc avec lesquelles nous avons établi des collaborations, donc j'avais mentionné Amazon et Booking.com. Ces plateformes, en fait, nous ont approchés parce qu'elles ont des stratégies de promotion de produits verts. Donc, ils se sont rendus compte que les consommateurs sont de plus en plus intéressés par ce genre de produits et ils font vraiment des efforts pour en toute transparence, montrer ces produits qui sont réellement certifiés par des labels fiables à leurs consommateurs en ligne. Donc là, nous avons voilà, des partenariats avec ce type de plateforme pour promouvoir voilà, les produits verts sur le marché. Voilà. Merci beaucoup. On a fait le tour de l'ensemble des questions-réponses. Je vais juste revenir un petit peu en arrière et on va conclure avec Céline. Moi, je rappellerai juste 4 questions auxquelles l'écolabel européen apporte des réponses. Ça a été évoqué tout au long de la présentation. Je veux mettre en valeur mon produit. C'est un outil de mise en valeur des produits pour la commercialisation. Je veux savoir où se situent les grands enjeux. On a évoqué en lien avec le SPR, mais aussi comment l'écolabel européen était constitué, qu'il répond à des grands enjeux. Donc, du coup, qu'il nous apporte en plus de ça des pistes d'amélioration avec des seuils à respecter
en lien avec les grands enjeux environnementaux du produit. Et donc, ça me permet en même temps de m'évaluer selon un référentiel défini. Et on l'a vu en plus à l'avenir et dans la construction alignée avec certaines réglementations et notamment la réglementation ESPR. Je laisse la parole à Céline. Oui, pour dire 2 mots et après, il y a eu 2 autres questions dans les QR pour les personnes qui ne sont pas encore mortes de faim, mais je vais juste finir avec ces 2 diapositives. Pour vous dire qu'il y a eu des nouvelles publications en lien avec l'écolabel européen, notamment un guide sur les achats responsables et l'intégration de l'écolabel européen dans les achats publics et privés. Une étude de prix aussi portée par l'ADEME qui est sortie qui démontre qu'un produit plus écologique avec l'écolabel européen ne coûte pas plus cher. Et une même étude a été réalisée aussi au niveau européen, donc vous avez aussi le lien qui démontre aussi que les prix avec l'écolabel européen ne coûtent pas plus cher. Et vous avez aussi, ils ont regardé aussi la disponibilité de l'offre, donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens. Et si tu passes à la diapositive suivante, pour information, donc on organise encore, donc là on est dans un cycle de webinaires, on organise encore 2 webinaires d'ici la fin de l'année. Le 17 novembre sur justement aussi les entreprises, comment booster la compétitivité. Et le 2 décembre sur les hébergements touristiques. Donc n'hésitez pas à vous inscrire également. Et pour ceux qui peuvent encore rester quelques minutes, peut-être on va répondre aux 2 dernières questions. Alors, il y en avait effectivement une longue et je l'ai utilisée. J'ai cru y répondre avec la question sur l'importation. Est-ce qu'on pouvait faire labelliser un produit importé, mais elle me paraît du coup beaucoup plus précise. Et il y avait la partie application biodégradable aussi de Costco. Du coup, est-ce que dans le cadre de la directive, l'allégation d'un pourcentage de biodégradabilité d'une formule sera autorisée en France, sachant que l'allégation biodégradable n'est pas interdite par les directives européennes? Alors effectivement, il va y avoir un aménagement de la disposition du Code de l'environnement qui faisait une interdiction ferme de ces mentions pour la mettre en cohérence avec le nouveau cadre de la directive transition verte, donc qui sera reprise dans le Code de la consommation. Du coup, la question de l'allégation de la mention biodégradable, elle s'inscrit dans le cadre de l'usage des allégations environnementales génériques. Donc, elle pourra être possible uniquement pour les produits qui présentent une excellente performance environnementale. Et il faudra en plus que le critère de la biodégradabilité soit bien en lien avec le référentiel qui a permis de reconnaître cette excellente performance environnementale. Merci. Merci. Et pour la dernière question, alors je vais essayer de la synthétiser, elle est assez complexe. Pour les produits, l'écolabel européen peut-il, pour les produits importés hors de l'UE, est déjà labellisé? Est-ce que l'écolabel européen peut concerner ces produits importés déjà labellisés, sachant que ces pays peuvent utiliser un label moins exigeant que notamment le label AB qu'on utiliserait en Europe? Est-ce que quelqu'un est en mesure de répondre à cette question? Sylvie, peut-être? Oui. Ouais. Brièvement, il est possible pour des produits d'avoir plusieurs labels donc placés sur ce produit-là. Simplement, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir l'écolabel européen, un fabricant qui se situe en dehors de l'Union européenne doit contacter un des représentants écolabel dans un État membre dans lequel il souhaite commercialiser ce produit.
Et donc, cette autorité compétente va vérifier si le produit il respecte les critères écolabel, spécifiques écolabel qui sont en vigueur, et là, éventuellement, lui donner ou non l'écolabel européen. Et nous n'avons pas de reconnaissance mutuelle avec les autres écolabels, que ce soit des écolabels au sein de l'Europe, par exemple l'écolabel nordique ou un écolabel euh, qui est appliqué en dehors de l'Union européenne. Donc, nous revérifions le produit en détail pour pouvoir lui accorder l'écolabel européen, selon nos critères à nous. Donc, j'espère que je réponds à la question. Très bien. Bah, merci à vous pour ces réponses. Je vois que là, effectivement, qu'il y a un remerciement. Donc, bah, merci à tout le monde pour votre participation à ce webinaire qui a fait le lien vraiment entre les différentes réglementations et l'écolabel européen. On sait que le sujet serait bien plus vaste que ça, mais il est maintenant venu l'heure d'aller manger. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.